Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une édition un peu spéciale, où je vais vous donner les 5 astuces qui ont permis à Dédé de perdre 17 kg en 17 semaines. Vous en avez l'habitude si vous suivez la chaîne. Je puise toujours dans la science associée à mon expérience pour vous fournir les meilleurs conseils afin d'entretenir votre santé et votre physique. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les références de cette vidéo, ainsi que plus de détails sur certains sujets sur mon site web. N'hésitez pas à faire un tour. Je vous le disais, ces quelques ajustements ont permis à Dédé de perdre du poids efficacement. Ça va vous paraître difficile à croire, mais il n'y a pas besoin de faire un régime hyper draconien ou d'aller 7 jours sur 7 à la salle pour obtenir des résultats spectaculaires. Au contraire, avec des méthodes trop intenses, les risques d'abandon sont grands et l'effet rebond des kilos perdus est courant. Loin des trucs de magicien ou des astuces de comptoir, cette vidéo basée sur la science et mon expérience va vous permettre de comprendre comment il est possible, sans trop d'efforts, d'aller vers son juste poids et pour de bon. Les 5 règles d'un régime réussi et sans effort. Mon tout premier conseil, abat les calories vides. Dit comme ça n'a pas l'air d'avoir tellement de sens. Mais les calories vides sont un terme scientifique qui désigne l'énergie dégagée par de la nourriture, calories, tout en ne contenant aucun nutriment. C'est-à-dire des aliments qui vont simplement vous remplir l'estomac sans apporter aucune vitamine ni minéraux. Non content d'être inutiles, les calories vides s'amusent en plus à tromper notre organisme. En effet, comme le montre l'expérience de Kams, en ce qui concerne la sensation de faim, c'est la densité du produit qui va jouer plus que l'apport énergétique. Ainsi, si par exemple vous buvez un soda qui n'est composé presque que de calories vides, vous allez vite avoir faim, alors même que l'apport énergétique de la boisson a été très important. Ce sont donc plein de calories ingurgitées qui passent inaperçues et nous poussent à ensuite manger pour compenser une sensation trompeuse d'estomac vide. En réduisant drastiquement la consommation d'aliments à calories vides, vous pourrez manger tout autant, voire plus en quantité, mais des aliments sains par défaut moins caloriques. Alors on limite à tout prix le sucre, on y va mollo sur certaines graisses et on modère l'alcool. Le deuxième conseil, des fibres et de l'eau. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de conseil magique, mais il faut avouer que l'efficacité des fibres pendant un régime relève presque de la sorcellerie. D'abord car ces nutriments non digestes accélèrent le transit. Ils ne laissent même pas passer le temps à la nourriture d'être stockée sous forme de graisse. En plus, elle augmente la sensation de satiété. En mangeant plus de fibres, on mange moins. C'est ainsi que d'après Mykotinas, les fibres favorisent l'adhérence à un régime et la perte de poids, quelle que soit la quantité de calories ingérées. Du coup, Dédé y allait à fond sur les légumineuses, les légumes ou les fruits entre autres. Autre allié du régime, l'eau. Plus un aliment est rempli d'eau, moins il est énergétiquement dense. Par exemple, les aliments riches en eau comme les fruits et les légumes paraissent plus grands en volume et sont beaucoup moins caloriques que les aliments contenant moins d'eau. Van Cleef explique que la sensation de faim est multifactorielle et la façon de présenter la nourriture joue un rôle non négligeable sur l'envie de manger, donc la prise de poids. Un aliment gonflé donne une impression de grosseur aux proportions, nous poussant à croire qu'il y a beaucoup à manger. A l'inverse, ce qui est liquide est subjectivement peu rassasiant et donc conduit au retour de la sensation de faim assez rapidement après le repas. Mon troisième conseil, plus de protéines et moins de glucides. Tel que le montre El Khoury, non seulement les protéines sont plus rassasiantes que les glucides, mais en plus elles laissent la gréline, qui est l'hormone de la faim, au plus bas, même 3 heures après le repas. Autrement dit, les protéines nous permettent d'avoir moins faim, et pour plus longtemps que les autres macronutriments. En plus, consommer des protéines permet de conserver sa masse maigre lors d'une perte de poids. Une composition corporelle avec plus de protéines procure également une meilleure thermogenèse, soit de plus grandes dépenses énergétiques, même sans rien faire. On croit souvent que pour perdre du poids, il faut réduire absolument les graisses, mais c'est en fait une erreur. Plutôt que de minimiser les graisses, minimiser les glucides. Les glucides sont transformés par l'organisme en glucose, afin de devenir notre carburant. Ça paraît une bonne chose, mais le problème c'est que le glucose va faire augmenter l'insuline dans le corps. Lorsque l'insuline augmente, un peu prétentieuse, elle se met à faire la loi dans la circulation des hormones à l'intérieur du corps. Alors les moindres lipides en vadrouille se retrouvent vite expulsés droit dans les stocks de masse graisseuse. Si l'on réduit sa consommation de glucides, non seulement l'insuline sera aussi plus basse, mais en plus le corps aura davantage tendance à mobiliser les acides gras contenus dans la masse graisseuse comme source d'énergie. Mon quatrième conseil, mettez-vous en cuisine.
Les aliments transformés, bien qu'ils nous facilitent la vie, sont les ennemis du régime et les chouchous de l'obésité. L'équipe de Hall nous explique que ces aliments entraînent un taux de leptine, qui est l'hormone de satiété, plus faible que les aliments bruts, ainsi qu'un taux de gréline, qui est l'hormone de la faim, plus élevé. Autrement dit, on mange plus quand on mange industriel. Et puis ces aliments sont remplis de mauvaises choses, qui deviennent terribles une fois combinées entre elles. Sel, sucre, gras, résidus de processus de fabrication, etc. Les sucres ajoutés, par exemple, représentent 21% des calories contenues dans les aliments ultra transformés. Si vous avez suivi la série de vidéos sur ce sujet, vous comprenez le problème avec ce chiffre. Du coup, pour éviter tout ça, prenez vos planches à découper et vos courses du marché et mettez-vous en cuisine. Profitez-en pour épicer vos repas. Non seulement parce que c'est délicieux, mais aussi car, comme le montre Hadar, l'utilisation d'épices en cuisine permet d'influencer l'appétit, l'équilibre énergétique et l'appétence de la nourriture. Les auteurs montrent même que la consommation de plats épicés augmente la sensation de satiété entre deux repas, en particulier quand ils contiennent plusieurs épices combinées. Visez un objectif de perte de poids de 500 g par semaine, voire un maximum de 1 kg par semaine. Lentement mais sûrement, disent les anciens. Ce dicton s'appuie même au régime, car plus un régime est agressif, moins les résultats sont susceptibles de tenir dans la durée. D'abord, parlons du métabolisme de base. Il s'agit de la quantité d'énergie que le corps utilise au repos. Si le métabolisme de base augmente, ça veut dire que même sans rien faire, on brûle de plus en plus de calories. Sauf que, comme on le voit dans l'étude de Forster-Gilles, lorsqu'on perd du poids, notre métabolisme de base baisse automatiquement, et en particulier avec des régimes draconiens, comme celui de l'émission de télé-réalité américaine The Biggest Loser. Les auteurs ont constaté que les pertes de poids rapides entraînent une chute du métabolisme de base de manière durable, 6 ans après l'émission, expliquant certainement la reprise de poids dès le retour à un mode de vie plus normal. Si vous avez pas mal de masse musculaire sous vos rondeurs, limitez-vous carrément à 250 g, voire 500 g par semaine. Comme l'ont montré Gart, il faut limiter le déficit calorique pour pouvoir conserver sa masse musculaire, tout en perdant de la masse graisseuse. De cette façon, on évite que dans la panique, le corps utilise comme énergie les protéines structurelles, plus simples à atteindre. Alors il vaut mieux y aller mollo sur le déficit, et ne pas hésiter à consommer beaucoup de protéines. 5 conseils supplémentaires pour assurer une perte de poids durable. Parce que je suis généreux, je rajoute 5 conseils qui, bien que non obligatoires, vous permettront d'être encore plus efficace et de stabiliser votre perte de poids. Alors, le premier de cette liste, comptez vos calories. Simplement à l'œil, il est très facile de se tromper sur l'apport calorique des aliments. On a tendance à le sous-estimer et donc à trop manger. En plus, compter ses calories permet aussi de mieux prévoir et gérer ses écarts, mais également s'apercevoir qu'on a souvent plus de marge qu'on ne le pense. Il faut donc mesurer. Ce n'est pas hyper fun, encore que, mais c'est relativement facile avec certaines applications de téléphone faites pour. Puis avec l'habitude, ça ira encore mieux. Pour savoir un peu où vous allez, en plus d'utiliser une application, apprenez à connaître les aliments, ce qu'ils contiennent et ce qu'ils apportent. Pensez aussi à mesurer vos portions. Là encore, l'œil n'est pas l'outil le plus efficace pour être juste sur les quantités. Petite astuce, 1 g de gras équivaut à 9 calories, tandis que 1 g de protéines ou de glucides équivaut à 4 calories. Le second conseil, faire de la musculation. Zurlo explique que les muscles sont plus actifs que la masse graisseuse, du coup ils augmentent le métabolisme de base. Donc avec des muscles à la place de la graisse, vous pouvez rééquilibrer un peu les choses et permettre à votre corps de continuer à brûler plein de calories au repos, même en perdant du poids. Pour cela, faites à 2 à 3 fois par semaine des exercices de force et résistance qui permettent de construire du muscle tout en perdant du poids. En particulier les exercices polyarticulaires qui, selon l'étude de Paoli, sont plus efficaces pour recruter un maximum de fibres musculaires. Si vous êtes intéressé par une vidéo qui explique le programme Full Body pour débutants que j'ai conçu pour Dédé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Attention à ne pas en faire trop, le surentraînement est contre-productif car il ruine vos performances à la salle, vous rend irritable et augmente le risque de blessure. En plus, sachez que le muscle ne se construit pas pendant l'effort, mais après, pendant le repos. Puisque l'effort dégrade les protéines musculaires, ce sont les moments de pause qui permettent la synthèse des protéines musculaires. Si vous détruisez plus que vous ne synthétisez, vous êtes mal barré pour prendre du muscle. Retenez donc que muscle est égal à entraînement, plus repos, plus aliment. En négligeant l'un des paramètres, vous risquez de nuire à votre progression.
Mon troisième conseil, dormir suffisamment. C'est un peu ce que je disais à l'instant, le repos permet aux muscles de se construire, mais le sommeil en particulier pour plusieurs raisons. D'une manière générale, comme le soulignent plusieurs études, dormir est essentiel pour les fonctions cellulaires, organiques et systémiques du corps humain. L'étude de Dattilo montre que c'est en dormant qu'on produit le plus d'hormones de croissance, responsables entre autres de la construction des muscles. Inversement, s'il y a manque de sommeil, il y a aussi une baisse de production de testostérone, également très utile dans la prise de muscle. Puis les auteurs ajoutent même que le manque de sommeil augmente la dégradation des protéines musculaires, ce qui est l'opposé exact de ce que l'on recherche. Alors couchez-vous suffisamment tôt pour avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mon quatrième conseil, craquez, si vraiment il le faut, juste après l'entraînement. Les séances de sport, très gourmandes en énergie, épuisent généralement le glucose en circulation dans notre corps. À ce moment-là, l'insuline est très faible. Il ne va donc pas trop pouvoir dire aux lipides d'aller se cacher dans notre graisse. C'est donc après une séance le moment idéal pour craquer devant un coca, qui ne fera que participer à la resynthèse des stocks en glycogène et vous permettra de récupérer plus rapidement. Bird et Hawley disent également que c'est juste après le sport que nous sommes le plus sensibles à l'insuline, c'est-à-dire qu'il faudra peu de nutriments à l'insuline, alors moins exigeante, pour qu'elle accepte de les faire passer dans les cellules de notre corps. À ce moment-là, le glucose et les protéines vont pouvoir entrer dans les muscles facilement. On parle aussi de fenêtre anabolique. Et mon dernier conseil, être très progressif sur l'augmentation des calories après le régime. Je vous le disais, le corps s'adapte à la perte de poids en ralentissant le métabolisme. Du coup, comme on le voit dans l'article de Levin, les mêmes sujets faisant la même activité brûlent moins de calories après qu'avant leur perte de poids. Levin nous propose 2 choses pour tenter de casser ce mode de régime. D'abord, augmenter ses activités quotidiennes, soit toutes ces choses qui ne sont pas du sport, mais qui ne sont pas non plus du repos. Par exemple, jardiner, aller à la boulangerie à pied ou faire le ménage. Puisqu'elles utilisent moins d'énergie qu'avant, il faudra en faire plus. La deuxième technique consiste à être très progressif sur la reprise d'une alimentation normale. L'idée est d'augmenter votre quantité de calories de 15 à 20% pendant une semaine, toutes les 4 à 10 semaines. Cela devrait permettre au métabolisme de mieux se réadapter à la reprise d'une alimentation normale et ainsi éviter le regain de poids. Cette dernière méthode s'appelle le reverse dieting. Peu de recherches portent encore dessus, mais par expérience, je dirais que c'est efficace pour une perte de poids durable. J'espère que ces quelques conseils qui ont permis à Dédé de perdre 17 kg vous aideront à ne plus avoir peur de commencer un programme de perte de poids. Pour entrer plus dans le détail dans la méthode utilisée, je vous conseille de suivre ma série de vidéos sur le régime hypocalorique. Une meilleure forme physique, c'est ce qui a aidé Dédé à se sentir mieux et à être plus performant dans ses activités. Comme le rappelle Callaghan, l'exercice physique réduit l'anxiété, la dépression et l'humeur négative. Dans le même temps, il permet d'améliorer l'estime de soi et les fonctions cognitives. Vous pouvez d'ailleurs jeter un œil ou une oreille à sa musique en visitant sa page, dont je mettrai le lien dans la description. S'il vous reste des questions ou des remarques, je vous invite à me laisser un commentaire. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.